Cette conférence s'intitule L'astrologie, racines et pouvoirs. Alors pourquoi l'avoir intitulée comme cela? Parce qu'il est important de revenir aux racines de l'astrologie pour pouvoir comprendre son usage à travers le domaine politique, religieux, et bien plus globalement, cette astrologie porte dans des domaines qui sont même beaucoup plus occultes qu'on ne s'imagine. Donc, l'objectif de cette conférence va être évidemment de parcourir les origines de l'astrologie. Donc, c'est là qu'on va justement travailler sur les racines. Et aussi les pouvoirs. Donc, quels sont les pouvoirs qui se trouvent justement organisés autour de l'astrologie? Donc, ce que nous allons faire autour de cette conférence, c'est de recenser les champs d'influence de l'astrologie. Alors, les racines, on peut diviser en 5 grandes périodes l'évolution de l'astrologie à travers les âges. Donc, la première grande période, c'est la période préhistorique. Donc, nous l'aborderons évidemment. La deuxième grande période est la période mésopotamienne, donc celle qui va débuter à partir du 3e millénaire avant Jésus-Christ. La troisième grande période, donc, c'est la période gréco-romaine, donc post-4e siècle avant Jésus-Christ, et qui aura son influence jusqu'à ce qu'une autre grande période lui succède, qui sera la période arabo-persane, après le 8e siècle et surtout le 9e siècle de notre ère. Et enfin, nous terminerons par la 5e période, qui est la période dominée par la période occidentale, qui, elle, débutera aux alentours du XIIe siècle. Alors, les pouvoirs. Quels sont les pouvoirs que l'on associe à l'astrologie? Alors, le premier pouvoir, évidemment, c'est le pouvoir spirituel. Le deuxième pouvoir est le pouvoir temporel. Et le troisième pouvoir est le politique. Donc, vous avez un lien donc intime entre le spirituel, le temporel et le politique, qui ont donné naissance aux religions et aux sociétés occultes. Et il y a eu un qui n'a pas été, qui a sauté. Donc entre temporel, alors temporel, pourquoi justement on parle de pouvoir temporel? C'est la mise en place d'un calendrier. Donc, si vous voulez, les trois peuvent être mis en commun dans la religion et les sociétés occultes. Parce que chacune s'appuie sur la spiritualité, parce qu'il y a la dimension émotionnelle et religieuse, temporelle, parce qu'on s'appuie aussi sur une gestion du temps, une planification, comment justement prévoir. Ça, c'est un aspect très important. Et aussi l'aspect politique qui est aussi celui de gouverner. Donc, la gouvernance, à partir de l'astrologie, est quelque chose de très important, parce que vous allez on va choisir des périodes pour agir en politique. Quelles vont être les périodes? C'est un instrument de pouvoir, l'astrologie, parce qu'elle va permettre d'anticiper les événements. Donc ça, c'est un aspect fondamental, parce que on va choisir aussi des personnes à placer au pouvoir en fonction de leur thème astrologique également. Donc ça, c'est aussi en lien avec la politique.
quel va être celui qui va coordonner, qui va symboliser le mieux le parti et qui va avoir le plus d'énergie pour pouvoir prendre les rênes de celui-ci. Vous avez aussi des calculs qui sont faits en politique par rapport à l'astrologie. Alors, pourquoi des animaux dans le ciel? Donc ça, c'est la première période, la période préhistorique. Alors, c'est l'histoire donc d'un héritage d'un bestiaire astro-chamanique préhistorique. Ça, c'est très important de le prendre en compte, parce que vous avez effectivement des traces de proto-zodiaques que l'on retrouve dans des grottes. Évidemment, vous avez la fameuse grotte de Lascaux, mais vous avez aussi la grotte d'Isturiz-Oxocelaya qui se trouve au Pays Basque et qui représente, comme vous pouvez le voir, une forme de stèle sur lesquelles furent gravés différents animaux et sous lesquels nous avons retrouvé les ossements correspondant à ces animaux. Donc, ce qui laisse évidemment supposer qu'il s'agissait d'une stèle sacrificielle. Et quel est le lien justement avec ces animaux? Effectivement, ça permettait aux hommes préhistoriques de savoir à quelle période il fallait justement sacrifier ces animaux par rapport à la position des constellations dans le ciel. Et lorsqu'on regarde les dessins illustrant justement ces gravures rupestres qui illustrent ces animaux préhistoriques, on constate qu'ils correspondent à une position du ciel datant d'il y a environ 23 000 ans. Ce qui signifie que les premiers animaux qui ont été justement représentés de manière idéale dans le ciel par les premiers hommes correspondaient aux animaux déjà qui étaient observés à l'époque. Donc, à la place du taureau, on avait représenté donc, des rennes, puisqu'on était durant une période de sortie glaciaire où on avait encore quand même des glaciers conséquents. Nous avions aussi la représentation d'un bouquetin. Tiens, le bouquetin, est-ce que ça peut vous faire rappeler une constellation quelconque? Le Capricorne. Et effectivement, quand on regarde, voilà, au niveau de la distance, on constate que le dessin qui se trouve représenté correspond à la fois à une partie du Sagittaire et du Capricorne. Et il faut savoir que les Babyloniens utilisaient aussi, dans certaines représentations, une partie des étoiles du du Sagittaire pour aussi représenter le Capricorne. Et d'ailleurs, vous avez une étoile du Sagittaire qui s'appelle toujours Nunki, et en fait qui vient de la constellation associée à Enki, qui est le Capricorne. Donc c'est un héritage ancestral, chamanique, qui se trouvait donc associé à la fois au spirituel, donc à la croyance aux âmes, aux étoiles, etc., mais aussi au temporel. Pourquoi? Parce que cette stèle servait aussi de calendrier figé. Elle permettait d'avoir une photographie du ciel à un instant donné. Et cette photographie du ciel permettait justement aux hommes préhistoriques de savoir à quel moment les jours allaient rallonger. C'est un peu comme plus tard le disque de Nebra, où vous avez justement des indications lunisolaires qui vous permettent à peu près de déterminer à quel moment allait se déclencher la nouvelle lune printanière. Donc à quel moment, à quel endroit du ciel on pouvait voir justement la nouvelle lune du printemps, qui signifiait bien le début des beaux jours, etc. Mais à cette époque, on est dans une époque glaciaire, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est le réchauffement, donc le solstice d'hiver. Donc à quel moment se fait le solstice d'hiver? Et à partir de là, les anciens avaient figé cette image du ciel afin de pouvoir se la mémoriser et de la perpétuer chaque année. Mais évidemment, encore une fois, à travers des rites sacrificiels. Alors, le bestiaire astro-chamanique de Lascaux est probablement le plus connu aussi.
puisque nous avons effectivement les dessins qui se trouvent représentés, donc des Pléiades qui se trouvent au-dessus, qui correspondent effectivement à un pseudo-taureau qui se trouve représenté au-dessus de l'auroch de la grotte de Lascaux. Donc on voit bien, il est difficile de ne pas corréler, si vous voulez, ces deux représentations, la représentation stellaire de la constellation du Taureau et des Pléiades, avec les peintures rupestres de Lascaux, qui sont considérées par de nombreux préhistoriens, comme étant des zodiaques préhistoriques. Alors ensuite, nous passons aussi également aux premières personnifications astrales, puisque nous allons avoir les représentations des Vénus et de la Lune, donc qui vont être symbolisées également par la corne de bison ou de l'auroch, qui vont représenter un peu la corne lunaire. Et ça, on le voit au niveau de la personnification du taureau, puisque nous avons des éléments montrant un taureau rayonnant. Mais imaginez-vous que ce taureau personnifié, ou cet auroch personnifié, est en réalité, finalement, la Lune. La Lune éclipsant le Soleil. Et c'est pour cela, quand vous regardez une éclipse, vous voyez justement ces différents rayons autour, et on a exactement cette représentation qui est faite. Donc on a une personnification de la Lune qui est faite déjà à l'époque de la préhistoire. Alors les personnifications astrales sont d'autant plus perpétuées à travers les âges, puisque vous avez la représentation d'Astarté, qui est aussi connue sous le nom d'Ashtoreth pour les Hébreux, donc qui incarne à la fois Vénus et la Lune, et pour laquelle on dédie également des rituels particuliers. Vous avez également des représentations qui paraissent d'autant plus étonnantes qu'elles sont beaucoup plus contemporaines de nous, puisqu'elles datent de l'époque chrétienne. Vous avez à la fois une représentation des apôtres autour de Jésus, qui sont symbolisés par le soleil et par la lune, avec les mêmes cornes, comme vous voyez sur cette représentation de cette stèle datant du XIIe siècle. Donc ces représentations de cornes lunaires sur la tête, finalement, ont été perpétuées à travers les âges. C'est dire si, finalement, dans les religions, il y a eu très peu d'évolution. Alors, je vous parlais tout à l'heure de rites chamaniques. Effectivement, les rites chamaniques ont été beaucoup plus prononcés à l'époque romaine, quand elles étaient également associées à une divinité qui se trouvait associée à l'astrologie, qui était Mercure. Donc ici, nous voyons que la tradition de l'astrologue Aruspice fut perpétuée au moins jusqu'au 1er siècle à Rome. Comme vous voyez sur cette stèle, nous avons Mercure associé au coq et au caducée. Et le coq, évidemment, était à cette époque sacrifié pour voir dans ses entrailles et confirmer la prophétie et le présage donc, qui était annoncé par rapport aux positions astrales. Alors des instruments de repérage simples en Europe, donc comme je vous en parlais tout à l'heure, avec le pouvoir temporel et religieux marqué par les menhirs, mais aussi par le disque de Nebra, donc qui est un autre exemple de photographie temporelle d'une situation astrale type qui permet effectivement de dater un événement qui va se produire. Ce qui nous amène à la deuxième grande partie qui est la partie mésopotamienne, post-3e millénaire avant Jésus-Christ, et qui intéresse le développement des temples observatoires en Mésopotamie. Vous avez les ziggourats, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces monuments qui servaient en fait à observer et aussi à prier pour l'astre en question. Donc là, vous avez la ziggourate d'Ur,
et la ziggourate de Nippur, qui compte parmi les plus anciennes, mais aussi les plus populaires à l'époque sumérienne et akkadienne. Même jusqu'à l'époque paléo-babylonienne et babylonienne, Nippur était encore très très active. Alors vous avez, à cette période, cette fois-ci, une fusion des pouvoirs temporels, spirituels et politiques. Donc cette fusion sera une première, c'est celle qui va se perpétuer jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que ces gens qui se trouvent associés au pouvoir aujourd'hui ont perpétué cette vieille tradition qui combine le spirituel, le temporel et la politique. Ce sont trois instruments de pouvoir de l'élite qui dirigent en fait notre monde. Alors les rois mésopotamiens avaient chacun déjà à cette époque leurs propres astrologues, et chaque configuration astrale se trouvait associée à un présage. Donc, quand faire la guerre à son voisin, quand s'en prémunir, quand faire commerce, quand nouer alliance, quand anticiper la sécheresse, etc. Donc c'était vraiment un instrument primordial dans la gestion des territoires. L'astrologie, ça permet d'anticiper toutes sortes d'événements. Ça permet de prendre le dessus sur les adversités, qu'elles soient invasions ou qu'elles soient climatiques, qu'elles soient de toutes sortes. L'essentiel, c'est de se prémunir. Donc, l'astrologie devient, dès cette période, un instrument de pouvoir des puissants, puisqu'ils deviennent, dès cette époque, les maîtres du temps. Mais évidemment, ça a ses limites, puisque eux aussi sont rythmés par les cycles planétaires. Mais tout ça pour vous dire que ces gens-là ont au moins cet avantage, c'est de pouvoir anticiper. Alors vous avez aussi des instruments de repérage qui vont commencer à se développer durant la période mésopotamienne, donc des repérages mathématiques de plus en plus complexes. Donc rien à voir, vous imaginez, vous avez une table avec les positions de Vénus à l'époque de la conception du disque de Nebra. Vous voyez, donc en Europe, on est encore à fabriquer un disque photographique, entre guillemets, d'une position astrale type, et vous avez en Mésopotamie des coordonnées mathématiques qui se trouvent présentées sur des stèles argileuses. Donc l'épopée de Gilgamesh également, qui est le premier livre, en tout cas mythologique, qui a fait son apparition, première histoire mythologique écrite, va aussi construire les mythes de l'astrologie qui nous sont parvenus. Tous ces mythes vont venir nourrir les descriptions astrologiques. Évidemment, c'est dans l'une de ces tablettes, la 11e tablette, dans laquelle se trouve, par exemple, développé le mythe du déluge. Et qui dit 11e, évidemment, pense au 11e signe, qui est le Verseau. Donc c'est un aspect très très ancien qui dépasse largement l'époque actuelle et donc qui ne peut pas être prise en compte dans une dimension supposée saisonnière. Elle ne peut être que sidérale. Donc vous avez à l'époque aussi, un peu plus tard, les moulapines qui commencent à faire leur apparition, qui sont des astrolabes de plus en plus élaborés, où vous avez les descriptions des étoiles, les différentes positions aussi des planètes, les différentes positions des levées et des couchers, qui permet justement à cette époque d'affiner la dimension astronomique et aussi astrologique, puisque les présages vont se trouver de plus en plus affinés. Et c'est toujours dans cette période du XIIe siècle avant Jésus-Christ que vont apparaître principalement les signes, en tout cas, qui vont être arrêtés, puisqu'évidemment vous en aviez avant. Et à partir du XIIe siècle avant Jésus-Christ, vous allez avoir les figures
astrologiques qui nous sont parvenus qui vont être grossièrement arrêtés. En l'occurrence, donc, le Verseau, l'Oiseau et les Poissons, donc ça vous le voyez. La Vierge, les Rapaces, vous voyez donc les Lions. Alors, c'est très bien représenté puisque cette stèle qui date du 19e siècle avant notre ère, qui a été retrouvée à Nippur, donc ce bas-relief, représente la Vierge ou Lilith ou Inanna, la déesse associée, en tout cas, soit à la nouvelle lune ou à Vénus, en tout cas à la lascivité en général. Et vous voyez qu'elle chevauche également les lions. Quand vous regardez la représentation de la Vierge sur les constellations, sur les dessins des constellations actuelles, vous voyez que, certes, elle n'est pas nue, mais elle possède encore ces fameuses ailes. Donc on la voit encore en déesse ailée. C'est-à-dire qu'il y a eu perpétuation de ces figures à travers les âges. Alors ne parlons pas évidemment du Bélier et du Capricorne, qui se trouvent représentés sur les différents kudurus, le Sagittaire et le Scorpion, qui sont également des créations zodiacales issues de Mésopotamie. Donc vous voyez, donc le Capricorne se trouve ici et le Sagittaire. Donc. Alors, ensuite, vous avez un kuduru de Nippur datant du XIIe siècle avant Jésus-Christ, ainsi qu'une tablette d'exaltation d'Uruk datant du IIe siècle avant notre ère. Et que peut-on voir sur ces deux tablettes? On voit des représentations qui sont assez semblables, puisque nous avons un lion chevauchant une sorte de serpent qui est en fait l'hydre femelle ou Tiamat. Voilà. Et cette représentation s'est perpétuée à travers les âges et a été reprise par les Chaldéo-Séleucides qui en ont fait des tablettes qui ont perpétué justement ces traditions, mais de manière astrologique. Donc en développant les présages qui s'y trouvent associés. Donc ici, c'est la tablette d'exaltation, par exemple, de Jupiter, où nous avons le lion chevauchant l'hydre femelle. Donc les Grecs, en arrivant en Mésopotamie, à l'époque d'Alexandre le Grand, vont progressivement s'accaparer des savoirs mésopotamiens, des représentations astronomiques, astrologiques, babylonienne, sumérienne, akkadienne, assyrienne, et vont les formaliser afin de les standardiser. C'est-à-dire qu'on va avoir une standardisation des représentations astrologiques mésopotamiennes, et c'est celles-ci qui vont effectivement nous parvenir. Voici les différents berceaux mésopotamiens de l'astrologie entre le IXe siècle et le IIIe siècle avant notre ère. Donc nous voyons que Ninive était le berceau des exaltations. Donc pour ceux qui connaissent l'astrologie, vous avez dans différents secteurs zodiacaux, en différents signes, vous avez des points dits de puissance planétaire. Et ces points de puissance planétaire sont appelés exaltations. Et il faut savoir que ces exaltations proviennent d'une détermination mathématique très ancienne, on verra plus tard. Ensuite, donc ça c'est à l'époque assyrienne, en l'an 785 avant Jésus-Christ. Ensuite, vous avez l'époque babylonienne, où vous avez les planisphères, les sphères célestes, enfin en tout cas les cercles célestes, pardon, planisphères célestes, qui sont représentés. Vous avez ensuite, à l'époque achéménide, le premier, et même les premiers horoscopes qui font leur apparition. Et vous avez ensuite, à l'époque séleucide, le zodiaque moderne, qui est enfin standardisé avec les 12 signes que l'on connaît et les représentations mésopotamiennes que vous avez pu voir, hein, donc, avec la Vierge ailée, les poissons, le verseur d'eau, le Capricorne, le Sagittaire, donc le fameux centaure, archer, etc. Donc, comme vous pouvez le voir, tout se trouve concentré
en Mésopotamie. La construction des mythes astrologiques, donc avec les degrés d'exaltation du temple de Nabu, vont se perpétuer à travers les âges et sont encore utilisés en astrologie. Ils sont effectivement discutables parce qu'ils découlent en réalité d'une détermination astronomique sur fond d'astrolatrie. Donc il y avait beaucoup de croyances autour justement de ces énergies planétaires qui étaient censées justement récupérer les astres, en tout cas les secteurs, lorsque les planètes se trouvaient à tel ou tel endroit du zodiaque. Mais il y avait aussi une astrolatrie, puisque l'année où ces exaltations furent déterminées, il y avait une conjonction particulière, donc entre Mercure et la nouvelle lune, qui pouvait inciter les astrologues assyriens à justement s'emparer de l'événement pour pouvoir légitimer la création du temple de Nabu. Et, si vous voulez, ces degrés d'exaltation correspondent en réalité à un thème progressé, avec des positions planétaires qui ont été calculées durant une année lunisolaire entière, et non durant un instant T. C'est pour ça que si vous voulez trouver la date des exaltations, une année et un jour particulier pour les degrés d'exaltation, c'est impossible. C'est impossible, puisque vous voyez par exemple que le degré d'exaltation de Mercure se trouve par exemple positionné à 15 degrés de la Vierge, ici donc précisé à 17 degrés après ajustement, et que l'élongation, l'écart angulaire entre le Soleil et Mercure ne peut pas excéder 28 degrés, alors que là on est au-delà de 150 degrés, ce qui démontre effectivement... Enfin, moins de 150 degrés parce que le Soleil, c'est vrai, est en exaltation, mais vous imaginez un peu l'écart angulaire, ce n'est pas possible, il est beaucoup trop grand, et on ne pouvait pas effectivement le recalculer à partir d'une date, d'un jour bien précis. Il s'agit d'un thème progressé, calculé à plusieurs dates, en fonction du retour de la Lune à l'endroit où elle se trouvait le jour où fut célébré le nouvel an lunisolaire, tout simplement. Alors vous avez ensuite la délimitation du zodiaque, qui se fait encore une fois en Mésopotamie. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, on commence à avoir les premières traces donc avec le fameux planisphère astral de Ninive et le premier zodiaque circulaire de Sipar. Donc, division octodique des maisons, donc en 8 parties, célestes, comme vous pouvez le voir ici. Ce chef-d'œuvre mathématique est daté aux environs de l'an 650 avant Jésus-Christ. Et le zodiaque circulaire de Sipar date de l'an 610 environ, avant Jésus-Christ. Et lorsque vous regardez cette division, on voit que les étoiles principales se trouvent dans leurs secteurs zodiacaux, leur découpage respectif. C'est-à-dire que ce découpage que nous pouvons observer sur le zodiaque circulaire de Sipar correspond à celui qui se trouve utilisé dans l'astrologie dite sidérale, donc déterminé à partir du zodiaque des étoiles et de ce qu'on appelle la Yanamsa-Fagan, Bradley, calculé à partir de l'opposition Aldébaran-Antares. Donc c'est un axe stellaire qui a permis, au final, de déterminer ces positions planétaires et stellaires en général. Et donc on voit, pour la première fois, que la délimitation se fait de manière physique. Nous avons des lignes dans le ciel, il y a un découpage frontalier. Donc vous voyez, et on ne s'arrête plus à faire des frontières au sol, à délimiter les territoires, on les délimite maintenant dans le ciel en fonction des influences. Donc ça devient un véritable instrument de pouvoir. Le pouvoir, cette fois-ci,
s'introduit dans le découpage céleste. On est amène de dompter l'avenir, à dompter les cycles, à l'entrée des planètes. Tiens, Mars entre en Capricorne, à tel instant, on a déterminé ce moment. Donc c'est quand même une anticipation importante avec ses caractéristiques propres. Donc ça, pour celui qui connaît l'astrologie, pour le gouvernant, cela a un sens évident.